Sébastien. Lucie. Je suis pris. Je suis prof de philo dans un cégep. Je suis pris. Un collègue maintenant à la retraite, je vais le nommer parce qu'il y en a peut-être qui le connaissent, Marc-Fernand Archambault, me disait dans mes tout premiers mois d'enseignement, « Tu verras, tu vas t'intéresser à la pédagogie. No way, jamais. Moi, je veux continuer à faire mes petites affaires dans mon coin, penser mes choses. » Je suis pris parce que depuis ce temps-là, je n'arrive pas à penser et à enseigner, et c'est devenu de plus en plus la même chose, sans me demander ce que je donne à mes étudiants. Et donc, je suis dans la pédagogie, la vraie, jusqu'aux oreilles. Le texte que je vais vous lire, et j'espère pas trop maladroitement, vient des étudiants, et il est, comme beaucoup d'autres choses que j'ai écrites depuis ces dernières années, pour eux. Évoquer la culture est toujours périlleux, dans la mesure où on prête facilement le flanc à la critique. D'un côté, en effet, on va exiger que vous en donniez une définition. Et naturellement, dès que vous vous êtes risqué, on va vous montrer que votre définition n'en est qu'une parmi d'autres, certains en évoquent quelques 250, et que vous n'avez pas le monopole de la vérité, etc. Le jeu de la définition, surtout dans le cas d'une notion aussi large que celle de culture, est bien évidemment piégé dès que l'on quitte la société des amis et des gens de bonne foi et de bonne volonté. Par exemple, le conseil d'administration de l'ANAPAC. Au mieux, cet exercice est heuristique, dans la mesure où il permet à celui qui s'y prête, et c'est important de se questionner vraiment sur ce qu'est la culture, surtout quand on fait profession de la transmettre, ou qu'on a le culot de l'évoquer pour défendre un minimum de décence en éducation. Cet exercice permet donc de se situer par rapport à elle. D'un autre côté, second péril, plus pervers, se prendre tellement au sérieux, je veux dire prendre à la lettre le travail de définition de concept, que la définition finalement énoncée soit érigée par son auteur en vérité absolue, exclusive, qui mènerait par exemple à en déduire top-down un système d'éducation. C'est ici confondre ce qu'un cheminement authentique dans une question peut apporter, avec un objectif opératoire, j'ajouterais assez obsessif, possiblement idéologiquement motivé. Enfin, le troisième danger est celui du renoncement pur et simple. Devant la multitude de définitions possibles et avérées, évoquer l'impossibilité et la vanité de la tentative de mettre résolument de côté la question, décider de faire comme si finalement la question ne méritait tout simplement pas d'être posée. En matière d'éducation, c'est pas tenable, puisque dès qu'on prend à propos de l'éducation une position, on implique nécessairement, consciemment ou non, ouvertement ou non, de façon perverse ou non, une conception de la culture ou de l'humain, de la société, etc., etc. Fait que quand certains de nos grands décideurs disent « la culture, c'est important sans nous dire ce que c'est », il faut gratter dans les textes parce qu'ils défendent bel et bien une position de la culture. Je ne prétendais pas ici définir la culture et encore moins poser ce que je vais essayer d'en dire comme une norme. Réflexion de bonne volonté, parce qu'il n'est pas du tout évident, en tout cas ça ne l'est pas du tout pour moi, que la culture soit à ce point désirable, et j'admire beaucoup, notamment M. Aymon qui croit, que la culture soit à ce point désirable qu'elle puisse en effet renvoyer à autre chose qu'à une notion abstraite défendue aujourd'hui par une petite élite artistique et intellectuelle en perte de pouvoir et de reconnaissance. Sa défense pourrait bien être alors assimilée à du ressentiment, plus ou moins conscient, et partant à une position réactionnaire visant à protéger les acquis d'une petite coterie qui passerait son temps à s'auto-congratuler mutuellement. La culture, en deçà des définitions qu'on peut en donner, me semble d'une nature double. D'un côté, elle contraint. La culture renvoie ici à l'idée d'un mode de vie, d'un système de conditionnement et de normalisation des comportements nécessaires à toute vie en société. Plus encore, au-delà du constat anthropologique, comme quoi toute société est une culture, la culture peut servir à maintenir des inégalités. Lorsque, en son nom et par son moyen, on justifie ou on essentialise des différences contingentes, qu'on les socialise. Elle devient alors doublée par exemple d'une structure juridique ou institutionnelle, la chasse gardée d'une élite autoproclamée est la clé de l'accès au pouvoir. D'autre part, il semble que la culture puisse aussi être un facteur de libération.
Tout d'abord, le partage équitable de la culture, fût-ce au premier sens où je l'ai abordé tout à l'heure, permet, et c'est ce que les cégeps ont montré au Québec jusqu'au milieu des années 90, de combattre d'une certaine manière les inégalités en offrant un accès égal en principe et à peu près à une culture qui autrefois demeurait dans les mains d'une même petite élite qui se reproduit avec ses propres écoles menant entre autres aux professions bien payées. Mais encore, la culture, non pas au sens de mode de vie, mais bien dans le sens d'un appel à la réflexion de l'être humain à propos de son monde et de la place qu'il y occupe, de ce qu'il y fait, à propos de sa conduite en tant qu'être humain, et non pas seulement en tant qu'assigné, assigné par qui, en tant qu'assigné à une identité sociale, économique, genrée, religieuse, nationale, etc. Donc de questionner sa conduite en tant qu'être humain. Cette culture, il me semble qu'elle permet de se libérer, ou à tout le moins de se distancer, de prendre conscience des déterminismes et des normes qui nous sont imposées. L'éducation, la culture est en prise directe avec le pouvoir. On comprend alors que cette notion de culture puisse devenir aisément le champ de bataille des discours et des rationalisations sur l'éducation. Rares sont ceux qui, ouvertement du moins, affirment leur mépris de la culture. Même M. Guy Demers affirme son importance, on est content. Les rapports, comme le rapport Demers qui nous préoccupe, prennent soin de reconnaître son importance et son utilité. Mais voilà de quelle culture, ou plutôt de quelle fonction de cette culture parle-t-il? De celle qui permet de mieux assujettir un réel prédéterminé, ou celle qui permet un sain écart à ce réel institué, afin d'en comprendre les tenants et aboutissants, de comprendre aussi comment il nous constitue dans notre devenir individuel et collectif, quitte à y revenir du reste. Il ne s'agit pas de forcément tout critiquer, tout casser. J'aimerais raconter 2 courtes anecdotes. Première anecdote, le 28 juillet de cette année, la presse publie un article posant la question suivante. Bisous sur la bouche, oui ou non? Bisous ici, entre parents et jeunes enfants. L'article concluait sur les dangers d'une telle pratique, arguait en particulier du risque de confusion quant aux rôles parentaux et aux rôles sociaux. Aussi anodin qu'il puisse paraître, disait la journaliste, le bisou sur la bouche n'en reste pas moins effectivement celui que se font les amoureux. Seconde anecdote, mon fils, récemment encore à la maternelle, était obligé de s'asseoir en indien lors des moments de rassemblement. Ceux qui ont des jeunes enfants savent peut-être de quoi je parle. Cette position lui était très inconfortable, parfois douloureuse. Nous pensions, sa mère et moi, qu'il allait de soi qu'en cas de douleur, objective ou perçue, l'enfant pouvait s'asseoir autrement. Nous avons rapidement déchanté, on était très naïfs. Au nom de la justice, rien de moins, on ne nous a jamais dit ce que c'était. Au nom de la justice, l'enfant devait garder la pause, peu importait la douleur. Dans la même classe, les accolades entre enfants de 5 ans étaient assez mal vues, systématiquement découragés, voire stigmatisés pour des raisons qu'il ne nous a pas été possible de découvrir. Je termine à ce propos, puis je vais partir de ces anecdotes pour la suite. Lors de la naissance de notre fils, nous avons eu la chance de passer plusieurs mois en Tunisie. Là, les gens touchaient notre bébé, le caressaient, lui parlaient, chose impensable ici qu'un étranger s'approche et touche spontanément votre enfant sur la terrasse d'un café. La première fois que c'est arrivé, on a failli appeler la police. Reste un fait, somme toute, assez banal, le corps. Le corps est ici le lieu d'une impression normative et idéologique, mais normative. L'école, sinon la société, n'a guère de considération pour le corps comme corps de sensation et de plaisir, comme corps aussi qui met en relation avec autrui. Au nom de la justice, de la parentalité, des rôles sociaux, on exige que les corps restent à distance, privés de l'expérience de l'affection des gens qui nous entourent. J'ignore, à vrai dire, comment cela constitue le corps de nos enfants, mais il est tout à fait clair qu'une part essentielle de ce corps est à travers ces procédures sciemment, via tout un arsenal de raisons bien vertueuses mises de côté et à vrai dire vouées à une existence interstitielle dans le meilleur des cas. Or, le corps est le premier lieu de notre existence. C'est par lui que nous sommes au monde. Il est la première condition de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons, de ce que nous avons aussi le pouvoir de devenir, humains dans un monde où nous vivons et nous mourrons. Comment vivons-nous dans ce monde? Comment vise-t-on, l'école, à nous y insérer et à y insérer d'abord notre corps? Quel corps social vise-t-on à produire? On le sait, l'éducation commence par le corps, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le poupon doit apprendre son corps, se l'approprier, rien n'y est acquis. Et un bébé qui n'est pas touché est plus à même de développer des pathologies.
Foucault, dans Surveiller et punir, dissèque le processus de disciplinarisation, à quoi procède en partie du moins la société moderne, et passe au crible les procédures qui régissent de l'école à l'armée, et tous ceux qui ont fait un service militaire ici ont dû se reconnaître dans les pages de Foucault, de l'école à l'armée et à la manufacture, les postures, les gestes, les rythmes du corps, toute une scansion introjectée finalement dans les gestes tout d'abord, et qui crée notamment l'habitude d'obéir. Ça vaut la peine de citer un tout petit peu Foucault. Le moment historique des disciplines, c'est le moment où naît un art du corps humain qui ne vise pas seulement la croissance de ses habitudes, la croissance de ses habiletés, ni non plus l'alourdissement de sa suggestion, mais la formation d'un rapport qui, dans le même mécanisme, le rend d'autant plus obéissant qu'il est plus utile, et inversement. Se forme alors une politique des coercitions qui sont un travail sur le corps, une manipulation calculée de ces éléments, de ces gestes, de ces comportements. Le corps humain entre dans une machinerie de pouvoir qui le fouille, le désarticule et le recompose. Une anatomie politique qui est aussi bien une mécanique du pouvoir est en train de naître. Elle définit comment on peut avoir prise sur le corps des autres, non pas simplement pour qu'ils fassent ce qu'on désire, mais pour qu'ils opèrent comme on veut, avec les techniques, selon la rapidité et l'efficacité qu'on détermine. La discipline fabrique ainsi des corps soumis, des corps dociles. Foucault spécifie que la discipline, dans le sens d'une codification d'un contrôle du corps, existait bien avant son irruption comme production d'un corps soumis à des nécessités militaires et productivistes économiques. L'ascétisme monastique en est un exemple. On pourrait citer, pour des exemples d'aujourd'hui, les arts martiaux, le sport pratiqué à haut niveau, toute pratique artistique, s'il y a des dessinateurs, des peintres, la maîtrise de son corps est un élément essentiel dans la capacité d'exercer son art. Mais là, la discipline ne vise pas la soumission d'un corps à un pouvoir extérieur, qui lui en imposerait à son profil énorme. Au contraire, cette discipline, cette fois, vise à redonner du pouvoir à celui qui s'y soumet, à le rendre maître de son corps, que ce soit par le renoncement du désir, au contrôle de ses gestes, de sa respiration, de son activité mentale, de ses muscles. Ajoutons que si ce que décrit Foucault vaut pour la naissance de l'ère moderne, on pourrait dire qu'on n'en est plus là, l'idée disciplinaire, si elle a muté, ne s'exerce pas moins aujourd'hui encore, jouant de notre liberté, de notre autonomie, de notre responsabilité, de notre adaptabilité. Le dressage des corps, l'éducation donc, mais dans quel but ? Foucault lie la société disciplinaire à la société marchande puis capitaliste, alors que Dardot et Laval, dont Éric nous a parlé, tout à l'heure, partent de ce concept de gouvernementalité et avancent qu'en tant qu'action sur les actions d'individus réputés libres de leur choix, cette gouvernementalité permet de définir la discipline comme technique de gouvernement propre aux sociétés de marché. Donc, cette réflexion de Foucault semble encore valable aujourd'hui. Par le corps, on touche aussi à l'esprit, bien entendu. Les cas extrêmes montrent bien cette dépendance. Casser le corps pour façonner l'esprit ensuite. Telle est, par exemple, la procédure dont témoigne Lucien Badjoko dans « J'étais enfant soldat ». Mes anecdotes de tantôt m'amènent à poser une question plus précise à la lecture des objectifs des gouvernements récents en matière d'éducation et en dehors de toute partisanerie. Le renouveau pédagogique, c'est Mme Marois quand même qui l'a mis en route. De toute partisanerie, l'école devrait viser essentiellement à insérer les élèves dans le marché. C'est ce que nous dit le rapport de Merce, c'est ce que nous dit M. Tremblay de la Fédération des cégeps, de façon très publique, c'est dit de différentes manières publiquement. Dans l'affirmation, par exemple, qu'il faut s'adapter aux nouvelles réalités. En travaillant de concert avec leurs partenaires du gouvernement, des autres ordres d'enseignement ainsi que du marché du travail, les acteurs des cégeps sauront certainement donner l'élan qui permettra aux collèges québécois de s'adapter aux enjeux actuels, termine le rapport de Merce. La culture se doit d'être utile. On souligne son apport indéniable au parcours scolaire des collégiens, leur permettant de développer à la fois une culture générale et des compétences génériques qui leur seront utiles toute leur vie durant, sans compter qu'ils sont plus prisés sur les marchés du travail, affirme un avis du Conseil supérieur de l'éducation de juin 2014. Un tel objectif, de quel corps est-il l'inspiration? Sinon un corps pour le travail, un corps pour le marché. Ce corps, condition de notre existence. Ce corps, condition de notre existence, de notre présence au monde, n'est-il donc voué qu'à cela? Travail, consommation, intégration dans un fragment du monde nommé économie. Et la culture dans tout ça. La culture, précisément, est chose du corps, chose du sensible. Le cirque explore
des possibles du corps que l'humble philosophe que je suis n'ose imaginer. La danse fait parler le corps, l'affranchit de ses frontières, peau et chair, nerfs et eau, et même parfois des lois de la gravitation. Le théâtre exprime à travers non seulement des mots, mais la manière de les dire, la manière de leur donner lieu, des émotions intenses, brutales, fouillent l'inextricable des relations humaines, y compris avec sa société. La mode, qui pourtant a très mauvaise réputation, investigue d'autres manières d'habiter nos lieux et même, dans ce qu'elle a de meilleur, mène une réflexion sur les mutations de nos habitats, sur la manière dont nous nous y présentons les uns aux autres. L'architecture, la peinture, la littérature, la musique, on pourrait évidemment multiplier les exemples. Bref, la culture, celle que l'on fait, celle qui nous fait, nous ouvre à d'autres possibles du corps et donc d'autres possibles de l'existence que celle de ce corps du consommé, consommateur. Sade n'est pas très loin. Et rend par là manifeste ce que notre corps est devenu ici, maintenant. Elle montre que ce corps est empli d'autres choses, d'un potentiel qui nous démultiplie dans notre existence plutôt que de nous limiter. Puissance. Puissance du corps. Puissance comme capacité d'agir et pouvoir d'exister aussi bien dans le sens philosophique, si on veut, ou de la technique philosophique, pouvoir d'exister aussi bien que comme réel, non encore en acte, réalité. Le corps n'est pas que le lieu du travail, sa réduction à des forces, et ce sont bien des productions culturelles concrètes et non pas une définition abstraite auxquelles il s'agit d'être initié, qui nous font le réaliser, qui nous dévoilent que ce réel dont on tente de nous dire qu'il est le seul qui compte n'en est qu'une dimension et sans doute pas la plus fondamentalement humaine et ni la première. Le corps est aussi le lieu d'autre chose, de l'amour, de l'amitié, de la compassion, des rêves de dépassement de notre condition, en même temps que le lieu qui nous y assigne. Lieu encore de l'empathie ou de la joie, c'est lui d'abord qui nous place en relation avec le monde, avec les autres. Il est topos, lieu du politique. Un corps produit dans le seul but du salariat est un corps que l'on finit par priver de tout autre potentiel, de toute autre relation au monde, aux choses, aux gens, ne laissant là pour tout héritage que le rapport marchand, le rapport du négoce. Nous vivons, semble-t-il, dans une économie du savoir, vocable étrange, qui semble bien rejoindre le vieil adage cher aux philosophes du reste que savoir, c'est pouvoir. Malheureusement, il y a des tournements, on le sait, économie du savoir signifie que le savoir et la culture n'a de sens qu'économique. Au dressage du corps correspond dans une économie du savoir, on l'aura compris, un dressage de l'esprit. Dans une économie du savoir n'a de sens, n'a lieu alors que l'esprit dont les capacités peuvent s'insérer dans un marché. On comprend alors pourquoi. Pour le rapport Demers, comme pour les récents avis du Conseil supérieur d'éducation sur les cégeps, on affirme haut et fort que la littérature et la philosophie n'ont plus de sens pour les étudiants. Comment pourrait-elle, littérature et philosophie, telle qu'elle, avoir un sens marchand ? Je ne gagne pas ma vie en vendant des bouquins de philo. Il faut, pour que cela advienne, les placer via des structures institutionnelles, sous la main du marché, les rendre utiles. La philosophie, disait Karl Jaspers, ne peut citer pour sa justification aucune espèce d'utilité qui lui donnerait un droit à l'existence. On peut dire la même chose de la culture. Elle ne peut que se réclamer des forces qui poussent tout homme à philosopher. Il faut désormais, c'est ce qu'on nous dit, tout subsumer aux normes de cette nouvelle raison du monde qui, en tant que telle, est aussi une matrice nouvelle d'un sens que nous récusons et productrice de normes qui s'appliquent partout, y compris à l'école, puisque c'est là que se produit la société, productrice finalement d'un réel hégémonique. Dans une telle économie du savoir, le corps n'a plus besoin d'être entravé, discipliné comme il l'était, là où la machine militaire exigeait que le soldat s'insère dans une machine de guerre, obéisse au doigt et à l'œil. Mon lieutenant me répétait toujours qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait exécuter. Là où la machine productrice exigeait que l'ouvrier devienne partie prenante de l'usine, la machine économique, fluide, changeante, fluctuante, en accélération constante, mise sur l'adaptabilité. On veut bien augmenter la puissance de cet esprit, mais à condition de le rendre utile.
La littérature, la philo serait trop difficile, en particulier pour les étudiants du secteur technique. On ne peut pas être technicien en pétrochimie puis triper Shakespeare, ça se peut juste pas. On dit qu'elle serait un obstacle sur le chemin de leur réalisation, qu'elles ne collent pas à leurs intérêts, qu'elles sont déphasées relativement aux exigences de la réalité actuelle. Notre société peut-elle se permettre un tel gaspillage de ressources humaines après avoir tant investi dans la formation de ces jeunes? Citation de M. Demers dans un langage fort révélateur. La discipline qu'exigent ces matières, en termes d'exercice des neurones et de la sensibilité, renvoie à la discipline du corps qui rend du pouvoir au corps et le rend capable de s'insérer autrement dans le monde, de vivre selon d'autres possibles. Littérature et philosophie, formation générale, et on pourrait ajouter des disciplines à cette formation générale commune, sont un cadeau offert aux étudiants du cégep. Ces disciplines mettent en place une exigence de ce type, une discipline de l'esprit qui permet à cet esprit de s'ouvrir à d'autres possibles, à s'insérer ailleurs dans le monde que dans la trame serrée de l'économie du savoir. Elle permet, cette formation générale, d'initier à la puissance de devenir que nous sommes et que les projets actuels visent, consciemment ou non, à réduire à une destinée unique. Elle permet de s'initier enfin à une discipline qui vise à rompre la docilité, ne serait-ce parce qu'elle offre les capacités de remettre en question le réel que le pouvoir produit. Dans la culture, ces disciplines de l'esprit nous font dialoguer avec notre passé et ainsi comprendre d'où nous venons et comment nous en sommes devenus à être ce que nous sommes. Elles permettent surtout, en rendant manifestes ces autres possibles, de rendre du pouvoir à nos étudiants. Ce n'est pas une définition de la culture, mais je pense que la culture, c'est ça qu'elle fait. Je vous remercie.